Je n'ai pas de souvenir de la graine. Personne n'a de souvenir de la graine. Mais j'ai le souvenir de la main. C'était un matin de mars et le froid n'avait pas encore quitté la terre du Périgord. Un froid sec, cassant. Celui qui craquelle la boue des chemins et fait fumer la laine des bœufs dans les étables. Le ciel était de cette couleur indécise que prennent les matins de fin d'hiver, ni gris, ni bleu, comme s'il hésitait encore à choisir la saison. Il y avait de la brume basse dans le fond du vallon, accrochée aux ronces comme du linge oublié, et le silence était celui, particulier, des campagnes avant que le monde ne se réveille. Un silence qu'on pourrait croire vide, mais qui est plein en réalité de 1000 petits bruits qu'on entend qu'en tendant l'oreille. Le craquement du gel qui fond, le passage furtif d'un renard, le premier chant hésitant d'une griffe qui n'est pas sûre, elle non plus, que le printemps soit vraiment là. Un homme est venu ce matin-là. Je dis un homme, mais il fallait déjà l'appeler un vieillard, tant son dos était courbé et tant ses mains, quand elles ont creusé la terre, tremblaient un peu, non de faiblesse je crois, mais de cette agitation particulière qu'ont les vieux quand ils font quelque chose qui compte. Il portait une veste de bure rapiécée au coude, des sabots de bois usés jusqu'à la corne, et un chapeau de feutre si vieux qu'il avait pris la forme de sa tête, comme s'ils avaient vieilli ensemble, l'homme et le chapeau. Il n'était pas seul. Un jeune garçon l'accompagnait, 10 ans peut-être, qui portait un sac de toile où dormaient, je le sais maintenant, quelques glands soigneusement choisis, triés un à un l'automne précédent, parmi les plus beaux tombés d'un chêne bien plus vieux que moi, à 3 lieues de là, du côté de Saint-Amand. Le vieillard s'est agenouillé, avec peine. J'ai senti la peine dans le sol lui-même, dans la façon dont son genou a touché la terre comme on pose un fardeau. Il a creusé avec une bêche courte, un trou pas trop profond, juste ce qu'il fallait, et il a pris son temps. Ce n'était pas un geste pressé, un geste de nécessité. C'était un geste de cérémonie, presque. Le garçon lui a tendu un gland, et le vieillard l'a tenu un instant dans sa paume ouverte, comme s'il pesait quelque chose de bien plus lourd qu'un simple fruit de chêne. Puis il l'a posé dans la terre, l'a recouvert avec ses 2 mains, doucement, comme on borde un enfant, et il a tassé le sol du plat de la paume. Je n'ai aucun souvenir de ce moment en tant que sensation. Je n'étais qu'une promesse enfouie, une amande dure dans l'obscurité humide. Mais j'ai entendu. On dit que les jeunes pousses n'entendent rien, que la conscience vient plus tard, avec le bois, avec les années. Je ne sais pas si c'est vrai. Ce que je sais, c'est que la première voix humaine que j'associe à mon existence, celle qui revient toujours en premier quand je cherche loin dans ma mémoire, c'est celle de ce vieillard ce matin-là qui a dit au garçon, d'une voix basse et un peu enrouée par l'âge et le froid, que cet arbre-là, il ne le verrait jamais grand, qu'il plantait pour des yeux qui n'étaient pas les siens. Le garçon, je m'en souviens, n'a pas bien compris. Il a demandé pourquoi, alors planter quelque chose qu'on ne verrait jamais pousser. Et le vieillard a ri, un rire doux, sans amertume, et il lui a répondu que c'était précisément pour cela qu'il fallait le faire. Que les hommes qui ne plantent que ce qu'ils verront grandir sont des hommes qui ont peur du temps, et que lui, à son âge, n'avait plus le temps d'avoir peur du temps. J'ai grandi lentement, comme grandissent les chênes, avec cette patience qui n'appartient qu'à nous. Les hommes s'impatientent devant un chêne qui met 20 ans à devenir un jeune arbre digne de ce nom, mais nous ne connaissons pas l'impatience. Le temps, pour un chêne, n'est pas une ligne qui file vers un but. C'est une matière qu'on habite, qu'on épaissit d'année en année, cerne après cerne, comme on épaissit un manteau contre le froid qui vient. Le vieillard revenait me voir. Pas tous les jours, il avait sa ferme, ses bêtes, ses champs de seigle et de blé noir, et le temps d'un paysan du Périgord au début du siècle dernier n'était pas un temps qu'on offrait facilement à la contemplation d'un jeune arbre. Mais il revenait, au printemps, pour vérifier que le gel tardif ne m'avait pas brûlé les jeunes pousses. En été, quand les grandes sécheresses menaçaient, il m'apportait parfois un seau d'eau tiré du puits, un geste presque absurde pour un chêne. Nous n'avons pas besoin qu'on nous arrose, nos racines savent chercher l'eau bien plus profond que ne le croient les hommes. Mais c'était moins pour moi qu'il faisait ce geste, je crois, que pour lui-même, pour avoir la sensation d'agir contre le temps qui le rapprochait, lui, de sa propre fin. Je n'ai jamais su son nom. C'est une chose étrange à confesser, moi qui ai entendu des milliers de noms au fil des siècles, murmurés sous mes branches par des amoureux, crier dans la colère, pleurer dans le deuil, gravé à la pointe d'un couteau dans mon écorce par des mains qui voulaient laisser une trace, je n'ai jamais su le nom de celui qui m'a fait naître. Le garçon l'appelait grand-père. Les voisins qui passaient sur le chemin, quand ils le croisaient penché près de moi, l'appelaient parfois le vieux Delmas ou le père Delmas, mais je ne saurais dire si c'était vraiment son nom ou simplement une manière de nommer les vieux dans ces campagnes où l'on appelait souvent les hommes par leur âge plus que par leur identité.
Ce que je sais en revanche, c'est ce qu'il m'a raconté ces après-midi où il s'asseyait contre mon jeune tronc, encore assez frêle à l'époque pour qu'il puisse presque l'entourer de ses bras s'il l'avait voulu. Il parlait tout seul, ou plutôt il me parlait, ce qui pour lui revenait au même que de parler seul, sauf qu'il y avait dans sa voix une adresse, une intention qui n'est pas celle du monologue solitaire. Il me racontait sa propre enfance, dans une France où l'on parlait encore de l'Empire comme d'un souvenir vivant, où son propre grand-père à lui avait connu les levées d'hommes pour les guerres napoléoniennes, avait vu partir des cousins vers des batailles aux noms qui claquaient comme des malédictions, Eylau, la Bérésina, et n'en avait jamais revu certains. Il me racontait aussi que son père avait planté, lui, des noyères toute une allée qui menait à la ferme, et que ces noyères-là avaient nourri 3 générations de la famille, en huile, en bois, en ombre, et qu'il avait voulu, lui, planter quelque chose qui durerait plus longtemps encore qu'un noyer. Quelque chose qui verrait, disait-il avec ce mélange de gravité et de malice propre aux vieux paysans, les arrière-petits-enfants de mes arrière-petits-enfants, et peut-être bien la fin du monde si le bon Dieu tarde encore un peu à la faire venir. Le garçon qui l'accompagnait ce matin de mars s'appelait, lui, je l'ai appris au fil des années, Joseph. C'était le petit-fils du vieillard, le fils de son fils aîné, un fils, justement, qui n'aimait pas la terre. C'est une chose que le vieillard confiait avec une tristesse pudique les après-midi où il venait s'asseoir contre moi. Son fils aîné, le père de Joseph, avait quitté la ferme dès qu'il avait pu, était parti pour Périgueux d'abord, puis plus loin encore, vers Bordeaux, pour devenir employé de commerce, un métier propre, disait-il, un métier où l'on ne se salissait pas les mains et où l'on ne dépendait pas du ciel pour savoir si l'on mangerait à sa faim l'année suivante. Le vieillard n'en voulait pas vraiment à son fils. Il le disait avec une sorte de résignation apaisée. Chaque génération choisit ses propres chemins, et les temps changeaient, les jeunes gens avaient vu les journaux, avaient entendu parler des villes, du chemin de fer qui rapprochait tout, et la terre, pour beaucoup d'entre eux, n'était plus une promesse mais une prison. Mais il y avait dans sa voix, quand il parlait de cela, un chagrin qu'il ne cherchait pas à cacher tout à fait, celui d'un homme qui avait donné sa vie entière à un lopin de terre et qui voyait cette vie-là, ce sens-là, s'effilocher devant ses yeux, sans successeur pour la reprendre. C'est pour cela, je crois, qu'il m'avait planté. Ce n'était pas seulement un geste agricole, un chêne de plus dans un pays qui en comptait déjà tant. C'était un pari sur l'avenir, un acte de foi envers un temps qu'il ne verrait pas, et peut-être, aussi, une manière de laisser quelque chose derrière lui qui ne dépendrait pas des choix de ses enfants, quelque chose qui pousserait de toute façon que les hommes de sa lignée choisissent la terre ou la ville, les champs ou les comptoirs. Joseph, lui, aimait venir me voir. C'était un enfant curieux, du genre à s'arrêter devant une fourmilière 1 heure entière sans se lasser, à observer le vol des bus au-dessus de la vallée en se demandant tout haut comment elle faisait pour ne jamais battre des ailes. Il grimpait sur mes premières branches dès qu'elles furent assez solides pour supporter son poids léger, et il restait là assis à quelques pieds du sol, à regarder la vallée s'étendre devant lui, les toits de lauze des fermes voisines, le clocher de l'église du village, la rivière qui serpentait au loin comme un ruban d'argent jeté négligemment sur le paysage. Le vieillard, en le voyant grimper, ne le grondait jamais. Il disait, avec ce sourire que j'ai appris à reconnaître dans le son de sa voix, « Laisse-le. Un arbre qu'on ne grimpe pas, c'est un arbre qui ne sert à rien. » Et il ajoutait parfois, plus bas, comme pour lui-même, « Peut-être que ce sera lui qui reprendra la terre après tout. On ne sait jamais avec les enfants. Ce sont eux qui décident à la fin, pas nous. » Les années ont fait leur travail, sur moi comme sur lui. Mon tronc a épaissi, mes premières branches maîtresses se sont affirmées, cherchant la lumière dans toutes les directions avec cette obstination tranquille qui est la nôtre. Et le vieillard, lui, a continué de vieillir, mais d'une manière différente. Sa marche s'est faite plus lente, son dos plus courbé encore, sa canne, qu'il ne portait pas au début, est devenue indispensable pour franchir la distance qui séparait sa ferme de l'endroit où il m'avait planté, sur ce coteau qui dominait la vallée. Il venait moins souvent. C'était inévitable. Mais quand il venait, il s'asseyait toujours au même endroit, contre mon flanc nord, là où l'herbe était la plus tendre, et il posait sa main à plat sur mon écorce, un geste qu'il répétait invariablement, comme un rituel dont le sens lui appartenait à lui seul. Je ne peux pas dire avec certitude ce que ce geste signifiait pour lui. Peut-être cherchait-il simplement à sentir, sous sa paume, la preuve tangible que quelque chose de lui continuait de croître, indépendamment de son propre corps qui, lui, allait vers son déclin. Il parlait toujours ces après-midi-là, mais ses paroles avaient changé de nature. Moins de récits sur son propre père, sur les guerres anciennes, sur les noyés de son enfance. Davantage de silence, de longues pauses où il regardait simplement la vallée, où il respirait l'air chargé de l'odeur de la terre retournée au printemps ou des feuilles mortes en automne,
comme s'il voulait emmagasiner ses sensations, les mettre en réserve pour un temps où il ne pourrait plus venir les chercher lui-même. Un jour, je ne saurais dire en quelle année exactement, car les hommes comptent le temps d'une manière que je n'ai jamais tout à fait adoptée, préférant mesurer les saisons à la couleur de la lumière plutôt qu'à des chiffres. Un jour, donc, il est venu accompagné non plus de Joseph enfant, mais de Joseph devenu un jeune homme, 18 ou 19 ans peut-être, les épaules déjà larges d'un travail commencé tôt. Et j'ai compris, à la manière dont le vieillard s'appuyait sur le bras de son petit-fils plutôt que sur sa canne, que quelque chose avait changé dans l'équilibre entre eux. Ce n'était plus le vieillard qui guidait l'enfant vers l'arbre, c'était le jeune homme qui portait désormais le poids du vieillard. Ils se sont assis ensemble, ce jour-là, contre mon tronc, et le vieillard a dit à Joseph, je me souviens de chaque mot, car c'étaient des mots qui portaient le poids d'un aveu longtemps retenu, que lui, Joseph, avait fini par reprendre la ferme. Que le père de Joseph, l'employé de commerce de Bordeaux, n'était jamais revenu à la terre, mais que le fils, lui, l'avait choisi. Et le vieillard a ri, ce jour-là, d'un rire qui montait de plus loin que d'habitude, un rire de soulagement autant que de joie, en disant que le bon Dieu avait décidément un sens de l'humour particulier à sauter une génération pour ramener la terre dans la famille. L'hiver qui a suivi a été rude. Le froid s'était installé tôt, dès la fin novembre, avec une insistance qui n'était pas commune même pour ces terres du Périgord habituées aux gelées. La neige, rare d'ordinaire dans cette région, avait recouvert les toits de l'Auze d'un manteau blanc qui a duré plusieurs semaines, et les chemins étaient devenus des pièges de glace où les bêtes elles-mêmes hésitaient à s'aventurer. Le vieillard n'est pas venu me voir cet hiver-là. Je m'en suis à peine étonné au début. Les hivers rudes gardaient toujours les hommes plus près de leur feu, et j'avais l'habitude de ces absences saisonnières, de ces mois où je restais seul avec le vent et les corneilles qui venaient parfois se percher sur mes branches dénudées, croissant leurs conversations mystérieuses que je n'ai jamais tout à fait comprises malgré les siècles. Mais le printemps est venu et il n'est pas venu non plus. Ni l'été suivant. C'est Joseph qui est venu seul cette fois, un après-midi de juin où la lumière tombait en biais à travers mes feuilles nouvelles, dessinant sur l'herbe des taches mouvantes et dorées. Il s'est assis à l'endroit habituel, contre mon flanc nord, et il n'a rien dit pendant longtemps. Un silence que je n'avais encore jamais connu chez lui, lui qui enfant ne cessait de poser des questions sur tout ce qui l'entourait. Puis il a parlé, d'une voix qu'il tenait ferme, mais où je pouvais sentir, sous la fermeté, quelque chose qui tremblait comme tremblent les feuilles avant l'orage. Il a dit que son grand-père était mort en janvier, un matin, tranquillement, dans son lit, sans souffrance apparente, comme s'éteint une bougie qui a brûlé sa mèche jusqu'au bout, sans jamais vaciller. Il a dit qu'il avait demandé dans les derniers jours qu'on le porte encore une fois jusqu'à moi, mais que le froid et sa faiblesse ne l'avaient pas permis, et que c'était sans doute, ajoutait Joseph, l'un de ses seuls regrets à la fin de sa vie. Ne pas avoir pu revenir une dernière fois s'asseoir contre le tronc de l'arbre qu'il avait planté, ce matin de mars, tant d'années auparavant. Je n'ai pas de larmes, moi qui n'ai que de la sève, mais je crois pouvoir dire, sans trop m'avancer, que j'ai ressenti ce jour-là quelque chose qui ressemblait à un deuil. Un vide dans la répétition d'un geste, cette main posée à plat sur mon écorce, ce poids d'un vieux corps contre mon flanc nord, qui ne reviendrait plus. J'avais connu, avant lui et après lui, tant d'hommes et de femmes qui s'étaient assis contre moi pour ne jamais revenir, tant de mains posées une dernière fois sans le savoir. Mais celle-ci était différente, parce que c'était la première main, celle qui m'avait, en quelque sorte, choisi d'exister. Joseph a repris la ferme, comme le vieillard l'avait annoncé ce jour où ils étaient venus ensemble, appuyés l'un sur l'autre. Et il est devenu, au fil des années, un homme qui ressemblait de plus en plus à son grand-père, non dans les traits du visage, que je ne pouvais de toute façon connaître qu'à travers la texture de sa voix et le poids de ses pas, mais dans cette manière particulière qu'il avait de s'arrêter de temps en temps dans son travail pour venir simplement s'asseoir contre moi et regarder la vallée. Il s'est marié, je l'ai su par les bribes de conversation qu'il tenait avec lui-même ou avec les visiteurs occasionnels qu'il amenait parfois jusqu'à moi, une jeune femme du village voisin, Adèle, dont il parlait avec cette tendresse mal dissimulée des hommes simples et sincères. Il a eu des enfants à son tour et l'un de ses fils, le plus jeune, avait cette même curiosité insatiable que Joseph enfant, cette même manière de grimper sur mes branches sans crainte, de rester assis là des heures à observer les bus tournoyer au-dessus de la vallée. Et un matin de mars, comme par un curieux effet de mémoire ou de coïncidence que je n'ai jamais su expliquer, tant les hommes semblent parfois obéir sans le savoir à des rythmes plus anciens qu'eux-mêmes, Joseph, devenu à son tour un homme mûr, a planté un jeune chêne à quelques pas de moi, dans le même geste que son grand-père avait accompli tant d'années auparavant. Il a creusé un trou, y a déposé un gland soigneusement choisi,
l'a recouvert avec ses 2 mains, doucement, comme on borde un enfant. Et j'ai entendu, ce matin-là, les mêmes mots, presque, que le vieillard avait dit jadis à Joseph enfant, que cet arbre-là, il ne le verrait sans doute jamais devenir aussi grand que moi, qu'il plantait pour des yeux qui n'étaient pas les siens, pour des mains qui ne seraient pas les siennes non plus. Et le jeune fils, à côté de lui, a posé la même question que Joseph avait posée jadis. Pourquoi planter quelque chose qu'on ne verrait jamais grandir? Et j'ai entendu dans la réponse de Joseph l'écho exact de la réponse du vieillard, comme si les mots eux-mêmes s'étaient transmis intacts à travers les décennies, portés par le sang plus que par la mémoire consciente. Ce jeune chêne pousse encore aujourd'hui à quelques mètres de moi. Il est devenu, au fil du siècle qui a suivi, un arbre respectable à son tour, presque adulte selon nos mesures, quoique bien plus jeune que moi, qui ai vu passer tant d'hivers que je ne cherche même plus à les compter. Les gens du pays l'appellent parfois le fils du vieux chêne, sans savoir à quel point cette appellation est, d'une certaine manière, d'une justesse presque littérale. Ce soir, la forêt respire lentement autour de moi, comme elle le fait chaque soir depuis des siècles, ce grand souffle collectif des arbres qui échangent, dans l'obscurité tombante, la chaleur emmagasinée du jour contre la fraîcheur qui monte de la terre. Le vent du soir agite mes feuilles avec cette douceur particulière des soirées de fin d'été, et quelque part dans la vallée, j'entends le tintement lointain d'une cloche, non plus celle du village d'autrefois, disparue depuis longtemps, remplacée par une église plus moderne, dont les cloches sonnent différemment, mais une cloche tout de même, portée par le même vent qui portait il y a si longtemps les mots du vieillard qui m'a planté. Je pense souvent à cette main, la première, celle qui m'a confié à la terre un matin de mars. Je pense à ce pari qu'il a fait, sans certitude, sans garantie, ce pari d'un homme qui savait qu'il ne verrait jamais le résultat de son geste, mais qui l'a fait quand même, avec cette foi tranquille et sans emphase des gens de la terre. Je pense à Joseph, à ses enfants, à ses petits-enfants peut-être, qui viennent parfois encore aujourd'hui, sans le savoir tout à fait, s'asseoir contre mon flanc nord, à cet endroit précis où l'herbe pousse toujours un peu plus tendre, comme si le sol lui-même se souvenait du poids répété de ces corps qui s'y sont posés, génération après génération. Le jeune chêne planté par Joseph a maintenant, lui aussi, connu des mains qui se sont posées contre lui, des enfants qui ont grimpé sur ses premières branches, peut-être même déjà des arrière-petits-enfants de ce vieillard sans nom que je continue, à ma manière silencieuse et végétale, d'honorer chaque jour simplement en continuant d'exister, en continuant de pousser, cerne après cerne, saison après saison. C'est cela, je crois, la leçon la plus simple et la plus profonde que j'ai retenue de cette histoire, parmi les milliers que j'ai accumulés au fil de mes 4 siècles, que planter un arbre est un acte qui ne se termine jamais tout à fait avec celui qui l'accomplit. Que la main du vieillard, ce matin de mars, continue encore aujourd'hui, à travers moi, à travers le jeune chêne voisin, à travers chaque génération qui viendra encore s'asseoir sous ses branches, longtemps après que son propre nom, que je n'ai jamais connu et que je ne connaîtrai peut-être jamais, se sera effacé de toutes les mémoires humaines, sauf peut-être un peu de la mienne. Si vous êtes encore là, sous mon ombre, à m'écouter, revenez demain. J'ai 400 ans de souvenirs et celui de demain vaut la peine d'être entendu. Abonnez-vous pour ne pas manquer le prochain.